La pluie tombait en fines lignes obliques sur les vitres de la grande maison, dessinant des sillons tremblants qui semblaient pleurer avec elle. Le vent d'automne balayait les feuillages morts dans le jardin, agitant les tulipes fanées plantées autrefois par des mains enfantines. À l'intérieur, le silence régnait avec une solennité presque sacrée, comme s'il n'avait jamais été rompu depuis ce jour, 15 années plus tôt, où tout s'était arrêté. Henri Dumas se tenait devant la porte d'entrée, retirant lentement ses gants de cuir. Son manteau, encore mouillé, goûtait sur le parquet impeccablement ciré. Il était rentré plus tôt que prévu, échappant à une réunion inutile, poussé par une lassitude profonde, sourde, qui l'éloignait chaque jour davantage du monde extérieur. Depuis la disparition d'Élise, il n'avait jamais su quoi faire de ses journées, sinon les remplir de silence, de rigueur et de solitude. L'empire technologique qu'il avait bâti était géré depuis des bureaux à Paris, et il ne s'impliquait plus que par nécessité. La maison, vaste et imposante, s'était transformée en sanctuaire figé où le temps refusait d'avancer. Il passa dans le vestibule sans un mot, saluant d'un hochement de tête le vieux miroir à cadre doré qui renvoyait l'image d'un homme aux traits creusés, le regard dur, les épaules raides. Tout était à sa place, les meubles, les cadres, les chandeliers. Rien ne changeait, jamais. C'était sa manière à lui de rester fidèle à la mémoire d'Élise. Rien ne devait bouger, comme si elle allait revenir et qu'il voulait qu'elle retrouve la maison telle qu'elle l'avait laissée. Ce fut alors qu'il l'entendit. Une note d'abord, fragile, puis une autre timide, un fil de mélodie qui montait des profondeurs de la maison. Il s'immobilisa. Le son provenait du salon. Personne ne devait toucher à ce piano. Personne ne le faisait. Depuis 15 ans. Le cœur de Henri battit plus fort dans sa poitrine. Il avança lentement, chaque pas résonnant dans le silence tendu du couloir. La porte du salon était entr'ouverte. Il la poussa doucement. La scène qui s'offrit à lui semblait sortie d'un rêve lointain. Camille était assise devant le vieux piano à queue, ses doigts glissant sur les touches avec une délicatesse presque irréelle. Son visage était tourné vers l'instrument, concentré, paisible. Elle jouait avec une grâce intuitive, comme si elle connaissait cette musique depuis toujours. Henri reconnut immédiatement la mélodie, l'étoile perdue. Il chancela. Cette composition, il l'avait écrite lui-même pour Élise, lorsqu'elle avait 5 ans. C'était leur chanson, une berceuse pour le soir, un secret entre eux deux. Il ne l'avait jamais publiée, jamais jouée en public. Il l'avait rangée avec les souvenirs, les photos et les regrets. « Arrêtez !» lança-t-il d'une voix étranglée. Camille sursauta, ses doigts quittant brusquement les touches. Elle se leva d'un bond, le visage pâle. « Monsieur Dumas, je suis désolé. Henri entra dans la pièce d'un pas rapide, ses yeux fixés sur elle, la voix tremblante d'une colère qu'il ne comprenait pas lui-même. « Où avez-vous appris cette musique? Qui vous l'a apprise ?» Elle recula d'un pas, les mains jointes, les yeux fuyants. « Je ne sais pas. Je l'ai toujours connue. Elle est en moi depuis. Toujours. » Henri sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il s'approcha davantage, son regard accroché à celui de Camille. Elle semblait sincère, perdue, effrayée. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Le silence retomba dans le salon. Un silence chargé, lourd, presque vivant. Seuls quelques échos du piano vibraient encore dans l'air, comme des souvenirs refusant de mourir. Camille baissa les yeux. « Je n'aurais pas dû... Je suis désolé, monsieur. » Henri ne répondit pas. Il fixait les touches du piano, ses poings serrés. Quelque chose venait de se fissurer dans l'ordre méticuleux de son monde. Et il n'aimait pas cela. « Sortez !» dit-il enfin, la voix dure. Camille s'exécuta sans un mot. Lorsqu'elle referma la porte derrière elle, Henri resta seul. Il fit quelques pas vers le piano, s'y assit lentement et posa ses mains sur les touches froides. La dernière fois qu'il avait joué, Élise était là. Elle riait, elle chantait. Il ne toucha aucune note. Son regard était perdu dans le vide, mais dans son esprit, la musique continuait. Et avec elle, une question obsédante. Comment Camille connaissait-elle cette mélodie? La nuit était tombée sans que Henri s'en aperçoive. Assis dans le fauteuil de cuir brun près de la cheminée éteinte, il fixait un point invisible au centre de la pièce, le visage immobile, les traits tendus par une tension qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le piano, pourtant silencieux depuis des heures, continuait de résonner dans son esprit,
comme si chaque note insistait pour être entendue à nouveau. Il avait cru enterrer cette musique avec le reste de ses souvenirs, mais elle venait de ressurgir par les mains d'une inconnue. Non, pas une inconnue, Camille. Cela faisait 3 mois qu'elle était entrée dans sa vie. Elle était arrivée recommandée par une agence de confiance, propre sur elle, discrète, respectueuse. Elle exécutait ses tâches sans bruit, sans s'imposer, sans jamais poser de questions. Le genre de présence que Henri pouvait tolérer dans une maison gouvernée par l'ordre et le silence. Il n'avait jamais cherché à en savoir davantage sur elle, jusqu'à ce moment. Il se leva brusquement, contourna le canapé et monta à l'étage. Chaque marche grinçait sous son poids, comme pour lui rappeler que le temps n'épargnait rien ni personne. Arrivé dans son bureau, il ouvrit un tiroir resté fermé depuis longtemps. Il en sortit un dossier épais, jauni, contenant tout ce qui avait été recueilli au sujet de la disparition d'Élise. Rapports de police, témoignages, vieilles coupures de journaux, photos d'une petite fille aux cheveux dorés et aux yeux clairs, rieuse, vivante. Il n'avait jamais eu le courage de jeter ce dossier, ni de l'ouvrir à nouveau. Mais quelque chose, ce soir-là, l'y poussait. Il s'assit, alluma la lampe de bureau et commença à feuilleter les documents. La composition qu'elle avait jouée était bien la sienne, écrite de sa main dans un vieux cahier qu'il avait conservé. L'étoile perdue n'avait jamais été diffusée, jamais enregistrée. Il l'avait composée pour Élise, à une époque où il croyait encore que la musique avait le pouvoir de créer des souvenirs heureux. Il se souvenait des après-midi passés à jouer à 4 mains avec elle, à corriger doucement ses erreurs, à l'écouter fredonner les premières mesures. Elle n'avait que 5 ans, mais elle possédait une oreille étonnamment fine pour son âge. Henri referma le cahier avec précaution. Il se leva puis s'approcha de la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le jardin restait trempé. Les tulipes, que personne ne touchait plus, penchaient sous le poids de l'humidité. Il se souvenait du jour où il les avait plantées. C'était la fleur préférée d'Élise. Elle les appelait les soleils du sol, une expression étrange qu'il n'avait jamais oubliée. Il retourna s'asseoir, mais cette fois-ci devant son ordinateur. Il tapa le nom complet de Camille dans la base de données de l'agence de placement. Quelques informations basiques s'affichèrent. Originaire de Normandie, 20 ans, aucune famille connue, formée aux travaux domestiques, sans antécédents notables. Rien d'inhabituel, rien qui puisse expliquer ce qu'il avait vu et entendu. Pourtant, une chose lui revint en mémoire. Lors de son entretien d'embauche, elle avait hésité lorsqu'il lui avait demandé si elle avait des compétences particulières. Elle avait simplement répondu « Je sais jouer un peu du piano, mais je ne le fais presque jamais ». Henri comprenait maintenant que ce n'était pas une phrase anodine. Le lendemain matin, la maison était calme comme à son habitude. Camille préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Silencieuse, concentrée sur ses gestes. Lorsqu'il entra, elle se redressa immédiatement, prête à recevoir une remarque, une réprimande. Mais Henri s'assit simplement à la table et la fixa un long moment. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle mal à l'aise. Il ne répondit pas immédiatement. « Cette musique que vous avez jouée hier, vous m'avez dit que vous la connaissiez depuis toujours. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Camille hésita, cherchant ses mots. « Je ne saurais l'expliquer. Elle m'accompagne depuis l'enfance. Parfois, je la fredonnais sans m'en rendre compte. C'est une mélodie qui me rassure, comme si elle avait toujours été là, en moi. Et personne ne vous l'a apprise ? » ?»« Non, monsieur. Pas à ma connaissance. Je n'ai jamais eu de cours. Je l'ai toujours entendue dans ma tête. » Henri fronça les sourcils. Cela ne faisait aucun sens logique. Et pourtant, il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu et entendu. Il termina son café sans un mot et sortit de la cuisine. Il avait besoin d'une autre opinion. Quelqu'un qui connaissait l'affaire de près, quelqu'un en qui il pouvait encore avoir un minimum de confiance. Dans l'après-midi, il passa plusieurs coups de téléphone. Son ancien contact à la gendarmerie l'aida à retrouver la trace d'Étienne Marchand, le détective privé qui avait suivi le dossier de disparition d'Élise, après que les autorités officielles eurent abandonné les recherches. L'homme vivait désormais dans un petit village des Alpes, à la retraite depuis plusieurs années. Henri insista pour le rencontrer en personne. Il n'avait jamais cessé de lui en vouloir pour son échec, mais aujourd'hui, il avait besoin de son aide. 2 jours plus tard, Étienne arriva à la propriété. Il n'avait pas changé. Mêmes yeux sombres, même allure droite, même manière de parler posée. « Alors, qu'est-ce qui vous pousse à me recontacter après tout ce temps ?» demanda-t-il dès qu'ils furent seuls dans le bureau. Henri lui raconta tout,
La mélodie, Camille, son comportement, son apparence, ses mots. Étienne écouta sans l'interrompre, prenant quelques notes, l'air de peser chaque information. « Vous pensez qu'elle pourrait être votre fille ?» Henri ne répondit pas immédiatement. « Je ne sais pas ce que je pense. Je sais seulement que quelque chose en elle m'échappe, et je ne peux pas l'ignorer. » Étienne hocha la tête. « Il me faut quelques jours. Je vais commencer par son passé. D'où elle vient? Qui l'a déposée à l'orphelinat? S'il existe un lien, je le trouverai. » Henri se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Le ciel était gris. Il se demandait s'il n'était pas en train d'ouvrir une porte qu'il aurait dû laisser close. Mais il savait qu'il n'aurait pas de paix tant qu'il n'aurait pas de réponse. Dans les jours qui suivirent, Camille sentit que quelque chose avait changé. Henri était plus attentif à ses moindres gestes. Il ne parlait presque pas, mais ses regards étaient plus insistants, ses silences plus pesants. Elle avait l'impression qu'on la scrutait, qu'on cherchait en elle des indices qu'elle-même ignorait. Elle évitait le salon, ne s'approchait plus du piano. Une distance froide s'était installée, et elle ne savait pas pourquoi. Pourtant, un jour, en rangeant la bibliothèque, elle aperçut un vieux cadre caché derrière une pile de livres. Elle le tira lentement. C'était le portrait d'une petite fille. Une petite fille qui lui ressemblait terriblement. Camille resta figée devant le portrait, les mains tremblantes, le souffle court. La photographie, légèrement jaunie par le temps, montrait une enfant, aux traits doux, au regard clair, au sourire timide. Elle n'avait aucun souvenir concret de cette image, mais quelque chose, dans la posture, dans l'expression, éveillait en elle une étrange familiarité. Ce n'était pas une simple ressemblance passagère, c'était plus profond, comme une sensation enfouie depuis longtemps, une évidence silencieuse qui frappait sans crier. Elle reposa lentement le cadre là où elle l'avait trouvé, comme si elle manipulait quelque chose de fragile, d'interdit. Pendant le reste de la journée, elle ne cessa d'y penser. Qui était cet enfant? Pourquoi ce portrait était-il caché? Pourquoi son visage résonnait-il si violemment en elle, comme une blessure invisible? Elle tenta de se convaincre qu'elle exagérait, que son imagination lui jouait des tours, mais les questions refusaient de disparaître. Le soir venu, alors qu'elle rangeait le salon, elle aperçut Henri dans le bureau, plongé dans des documents. Il semblait préoccupé, penché sur un dossier qu'il ferma brusquement dès qu'il remarqua sa présence. Ils échangèrent à peine quelques mots. L'atmosphère était pesante, chargée de sous-entendus non dits. Depuis cet après-midi où elle avait joué cette mélodie, leur relation s'était teintée d'une tension inexplicable. Henri, d'ordinaire distant mais courtois, était devenu plus brusque, presque nerveux. Camille monta se coucher tôt, mais le sommeil ne vint pas. Elle tourna pendant des heures dans son lit, envahie par des images floues. Un jardin lumineux, une balançoire accrochée à un vieux chêne, des tulipes jaunes à perte de vue. Des mains masculines jouant du piano et un prénom qui résonnait dans l'air comme un écho insistant, Élise. Ce nom revenait souvent dans ses rêves, sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle l'avait entendu dans ses cauchemars d'enfant, dans les couloirs de l'orphelinat, murmuré parfois par des ombres sans visage. Elle n'avait jamais su quoi en penser. Un prénom comme un fantôme. Le lendemain, Henri reçut un appel d'Étienne Marchand. Le détective avait retrouvé l'ancien orphelinat où Camille avait été admise. Il y partit le jour même, seul, prétextant un déplacement professionnel. Il n'était pas prêt à exposer Camille à quoi que ce soit tant qu'il n'avait pas la certitude de ce qu'il cherchait. En route vers la Normandie, il repensait à tous les éléments réunis jusqu'à présent. La musique, les souvenirs flous, le portrait, l'attitude de Camille. Ce n'était pas une suite de coïncidences. Quelque chose dans cette affaire s'imbriquait trop parfaitement pour qu'il s'agisse d'un hasard. À son arrivée à l'orphelinat, il fut accueilli par une directrice d'âge mûr, polie mais méfiante. Les anciens dossiers étaient archivés dans une pièce exiguë, couverte d'étagères poussiéreuses. Il demanda le dossier de Camille. Elle avait été admise à l'âge de 3 ans, laissée un matin d'hiver devant la porte, sans papier, sans indication d'identité. Aucun témoin, aucun signalement, aucun nom. Seule trace, un petit objet attaché à ses vêtements. Un broche en forme d'étoile. Elle le portait autour du cou, se souvint la directrice. C'était la seule chose qu'elle avait sur elle, gravée au dos, mon étoile. On l'a gardé pendant des années, puis il a disparu. Ou peut-être a-t-elle fini par le reprendre, je ne sais plus. Étienne sentit un frisson le parcourir. Mon étoile. C'était précisément le surnom qu'Henri donnait à Élise.
Il l'avait utilisée dans ses lettres, dans ses dédicaces, et même sur la partition de la fameuse mélodie. Cette coïncidence-là ne pouvait pas être ignorée. Il demanda à consulter d'autres documents. Les premiers dessins de Camille, datés de ses premiers mois à l'orphelinat, représentaient toujours la même chose. Un piano noir, un homme sans visage, un jardin rempli de fleurs jaunes. La directrice expliqua que l'enfant ne parlait presque pas, mais dessinait avec obsession les mêmes scènes pendant des années. De retour à Lyon, Étienne n'attendit pas pour rencontrer Henri. Il arriva en fin d'après-midi, apportant avec lui des copies de documents, quelques photos et une certitude plus ancrée que jamais. Henri l'écouta sans l'interrompre, assis dans son fauteuil, les mains jointes. Quand le détective mentionna le broche en étoile, Henri se redressa brusquement. « J'ai offert ce bijou à Élise pour son 3e anniversaire, murmura-t-il. C'était une pièce unique. Personne d'autre ne l'a jamais vue. Personne. » Il n'y avait plus de doute dans sa voix. Le doute, pourtant, était encore là, sournois, logé quelque part entre la peur et l'espoir. Il était trop tôt pour l'appeler certitude, mais c'était bien plus qu'une hypothèse. Pendant ce temps, Camille commençait à sentir le regard d'Henri peser davantage sur elle. Il ne posait pas de questions, mais elle le surprenait souvent à l'observer en silence, comme s'il cherchait à la reconnaître. Cela la mettait mal à l'aise. Elle se sentait comme une intruse dans une histoire qui n'était pas la sienne, comme si elle marchait sur des fragments de mémoire qui ne lui appartenaient pas, mais auxquels elle était inexplicablement liée. Un soir, alors qu'elle rangeait le grenier, elle découvrit une boîte ancienne, couverte de poussière. Elle n'avait pas l'intention de fouiller, mais quelque chose dans la façon dont elle était posée attira son attention. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des jouets usés, des petits vêtements d'enfants, des dessins pliés. Parmi eux, un vieux lapin en peluche, bleu, râpé mais encore intact. Elle le prit dans ses mains, le cœur battant. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais ce lapin lui semblait familier, presque intime, comme un objet qu'elle aurait tenu autrefois, longtemps, souvent. Elle le serra contre elle sans réfléchir, les larmes aux yeux, assaillie par un sentiment de perte qu'elle ne savait pas nommer. Henri, monté vérifier les cartons du grenier à la recherche d'un document ancien, la trouva là, assise au sol, tenant le lapin comme une enfant perdue. Il s'arrêta au seuil, figé. Il connaissait cet objet. C'était le doudou préféré d'Élise. Elle ne s'en séparait jamais. Le voir dans les bras de Camille réveilla en lui une douleur sourde, mais aussi un espoir si violent qu'il en avait peur. Il ne dit rien. Il redescendit, lentement, en silence. Le soir même, il téléphona à Étienne. Sa voix était calme, mais ferme. « Je veux aller au bout, quoi qu'il en coûte. » Étienne retourna à l'orphelinat 2 jours après la dernière conversation avec Henri, cette fois avec une mission plus précise. Il ne s'agissait plus de simples recoupements ou d'intuitions fragiles. Il avait désormais une piste concrète. Identifier la personne qui avait déposé Camille à l'institution. Bien que les registres de l'époque fussent lacunaires, certaines anciennes employées travaillaient encore dans l'établissement. Parmi elles, une femme en particulier, Madame Léger, se souvenait très bien du jour où Camille avait été trouvée. Elle raconta que, ce matin-là, une femme encapuchonnée avait frappé à la porte de service avant de disparaître dans la rue sans dire un mot. Elle tenait l'enfant par la main. La fillette n'avait pleuré qu'un instant, puis s'était accrochée au lapin en peluche et s'était assise en silence. Ce souvenir précis frappa Étienne. Il demanda si la femme avait laissé quelque chose. C'est alors que Madame Léger mentionna le broche en forme d'étoile. Une étoile argentée, très fine, avec une inscription au dos. On ne l'a pas gardée ici. Elle a été remise à la police, je crois. Étienne nota cette information et, dès son retour à Lyon, fouilla dans les archives du commissariat. Après plusieurs heures, il localisa un bordereau de saisie mentionnant un bijou pour enfant. Mais rien ne prouvait qu'il s'agissait de celui que portait Camille. Toutefois, le détail de l'inscription coïncidait. Mon étoile. Il se rendit ensuite dans les bureaux des objets trouvés, espérant que le bijou ait été conservé malgré le temps écoulé. Par miracle, il le retrouva dans une boîte scellée, classée dans les affaires non réclamées depuis plus d'une décennie. L'étoile était intacte. Il la fit examiner par un joaillier à qui Henri avait autrefois commandé des pièces sur mesure. L'homme, après quelques instants d'observation, confirma que c'était bien une création exclusive, réalisée à la demande d'Henri Dumas.
Il montra même les initiales discrètes gravées sur la face intérieure. Un E entrelacé à un D pour Élise Dumas. Cette confirmation apporta à Étienne la certitude qu'il manquait à Henri. Il se rendit immédiatement à la maison, où Henri l'attendait, visiblement tendu. Il lui montra l'étoile. Henri la prit dans ses mains, les yeux brillants. Il la reconnaissait. Il l'avait fait faire pour le 3e anniversaire de sa fille, en remplacement d'un collier cassé auquel elle tenait. Il n'en existait qu'un exemplaire. Il ne faisait plus de doute désormais. Camille était liée à Élise, d'une manière ou d'une autre. Dans les jours qui suivirent, Henri devint plus présent. Il observait Camille avec davantage d'attention encore, scrutant ses gestes, ses habitudes, tentant de retrouver dans ses attitudes quelque chose de sa fille. Il remarquait les ressemblances physiques, bien sûr, mais aussi des détails plus subtils. La façon dont elle pliait les serviettes, comment elle alignait les couverts avec précision, ce tic discret de passer sa main dans les cheveux lorsqu'elle était nerveuse. C'étaient autant de petites choses qu'il connaissait intimement. Il ne pouvait plus les ignorer. De son côté, Camille se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle n'avait pas compris ce qui avait changé depuis qu'elle avait joué cette musique. Henri ne se montrait ni hostile ni agressif, mais son attitude avait évolué. Il semblait attendre quelque chose d'elle, une réaction, un mot, une révélation, et cela la déstabilisait. Elle pensait avoir trouvé dans cette maison un emploi stable, une certaine sécurité, une routine qu'elle appréciait malgré la froideur ambiante. Mais désormais, tout semblait instable, incertain. Et surtout, elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si concernée par ces vieux objets, par ces lieux, par certains recoins de la maison qu'elle n'avait jamais visités, mais qu'elle reconnaissait malgré elle. Un soir, en passant devant la porte du bureau restée entr'ouverte, elle aperçut un tableau accroché au mur. Ce n'était pas une œuvre d'art classique, mais un portrait d'enfant. L'image était floue dans l'ombre, mais Camille s'arrêta net. Quelque chose dans cette peinture l'attira. Elle entra discrètement, s'approcha. Plus elle observait, plus elle sentait une étrange confusion monter en elle. Cette fillette avait ses yeux, son front, même la ligne de la mâchoire semblait identique. Était-ce une coïncidence ? Pourquoi ce visage la bouleversait-il ainsi ? Elle fut interrompue par l'arrivée de Henri, qui entra sans bruit et s'arrêta derrière elle. « C'est votre fille ?» demanda-t-elle d'une voix presque étouffée. « Oui », répondit-il simplement. Il n'ajouta rien. Le silence s'étira entre eux, dense, pesant. Camille se détourna, visiblement troublée, et quitta la pièce sans un mot de plus. Cette nuit-là, elle rêva à nouveau. Une voiture sombre, une femme qui pleurait, lui tenant la main avec force. Une voix lointaine répétant « Ne regarde pas en arrière ». Elle se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Ce rêve n'était pas nouveau. Elle l'avait fait plusieurs fois dans son enfance, mais ne l'avait jamais compris. Aujourd'hui, il lui semblait terriblement réel. Pendant ce temps, Henri poursuivait ses recherches en silence. Il demanda à un technicien de lui fournir les anciennes vidéos de famille qu'il avait stockées sur un disque dur externe. Il passa des heures à les regarder, image par image, scène par scène. Il comparait les gestes, les expressions, les attitudes. Camille et Élise n'étaient pas simplement semblables. À certains moments, elles étaient identiques. Cela allait bien au-delà d'une ressemblance physique. Il comprenait maintenant qu'il ne pouvait plus se contenter d'hypothèses ou de souvenirs. Il devait découvrir la vérité. Mais il savait aussi que l'impact d'une telle révélation serait immense. S'il se trompait, il risquait de bouleverser une jeune femme qui n'avait rien demandé. S'il avait raison, il se retrouvait face à sa fille disparue depuis 15 ans mais transformée, différente, élevée ailleurs, privée de tout ce qu'il avait voulu lui offrir. Le dilemme devenait insupportable. Il avait besoin d'une confirmation, une preuve irréfutable, quelque chose qui ne puisse plus être contesté. Alors, il contacta Étienne une nouvelle fois. « Il faut que je sache. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur l'abandon de Camille. Qui l'a laissé? Pourquoi? Où? Il doit y avoir une trace. Et s'il n'y en a pas, il faudra en créer une. Je veux la vérité, toute la vérité. » Étienne comprit qu'il s'agissait maintenant d'une course contre le doute, contre le temps et contre les fantômes d'un passé que personne n'avait jamais vraiment osé affronter. Le lendemain, en fin de matinée, Camille nettoyait les étagères de la bibliothèque principale lorsque ses yeux tombèrent une nouvelle fois sur le cadre qu'elle avait découvert quelques jours plus tôt. Contrairement à la première fois, elle ne détourna pas le regard. Elle s'approcha lentement, presque avec prudence,
comme si le simple fait de s'en approcher exigeait une forme de respect. Le portrait était net à la lumière du jour. Une fillette de 5 ou 6 ans, cheveux châtain clair, regard droit, lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle allait parler. Camille s'assit sur le bord du canapé, gardant le cadre sur ses genoux. Elle examina chaque détail. Elle ne se souvenait pas de cette photo, mais elle savait que ce visage lui était familier, dans une dimension qui échappait à la logique. Elle n'entendit pas Henri entrer. Il se tenait à l'encadrement de la porte, observant en silence. Lorsqu'elle leva les yeux, elle sursauta légèrement. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-elle sans cacher son trouble. Henri mit un instant à répondre. Il entra dans la pièce, son regard figé sur le cadre. « Ma fille », dit-il simplement. « Élise. » Il ne donna aucune autre explication. Camille sentit son cœur battre plus vite. Elle reposa doucement le cadre à sa place et se leva. « Elle me ressemble », dit-elle presque à voix basse. Henri hocha la tête, lentement, sans ajouter un mot. Il l'observait avec une intensité croissante, comme s'il attendait une réaction de sa part, une révélation soudaine, un souvenir qui referait surface. Mais Camille ne dit rien de plus. Elle quitta la pièce quelques secondes plus tard, laissant Henri seul devant le portrait. Cette nuit-là, Camille fit un rêve différent. Une scène floue, mais marquée par une intensité étrange. Une voiture en mouvement, le bruit de la pluie sur le toit, une femme en larmes qui lui tenait la main avec insistance. La voix de cette femme, pourtant indistincte, semblait supplier quelqu'un, répétant plusieurs fois qu'elle n'avait pas le choix. Camille se réveilla en sursaut, envahie par une sensation d'angoisse. Elle avait encore ce sentiment lancinant de connaître cette scène sans savoir d'où. Au petit déjeuner, Henri ne fit aucun commentaire. Il la regardait souvent, mais sans insister. Il avait cessé de lui poser des questions, préférant observer, analyser. Il comparait en silence les habitudes, les gestes, les intonations. Lorsqu'elle ouvrait une porte, il notait qu'elle posait la main au même endroit qu'Élise le faisait enfant. Lorsqu'elle préparait du thé, il reconnaissait dans sa manière de couper le citron la même rigueur minutieuse que celle qu'il avait enseignée à sa fille. L'après-midi, il monta au grenier. Il voulait revoir certains objets du passé, des choses qui pourraient lui rappeler avec plus de précision des détails oubliés. Parmi les cartons, il trouva une boîte contenant de vieilles photographies, des dessins d'enfants, des lettres. Au fond, soigneusement pliée, une robe bleue avec de petites fleurs jaunes. Élise l'avait portée pour son dernier anniversaire. Elle l'avait appelée « la robe du jardin », car elle voulait que les fleurs de sa robe soient les mêmes que celles des tulipes qu'elle aimait tant. Il redescendit avec la boîte. En la voyant dans le salon, Camille s'approcha, curieuse. « Puis-je » demanda-t-elle. Henri acquiesça. Elle s'assit sur le tapis et ouvrit doucement la boîte. Les dessins, les photos, les souvenirs lui semblèrent à la fois inconnus et étrangement intimes. Elle tomba sur un dessin représentant un jardin rempli de fleurs jaunes. En haut, écrit maladroitement au crayon, « Pour papa, de ton étoile ». Elle ne dit rien, mais ses doigts tremblaient. Henri la fixait. Il voyait dans son expression quelque chose de profond, une lutte silencieuse. Elle reposa le dessin et prit la robe entre ses mains. Elle la caressa lentement, et un murmure lui échappa sans qu'elle s'en rende compte. « Je me souviens de cette matière ». Henri se redressa, mais ne dit rien. Il ne voulait pas l'interrompre. Camille se leva, encore troublée, et quitta la pièce sans un mot. De son côté, Henri passait de plus en plus de temps dans le bureau, examinant chaque souvenir, chaque trace du passé, comme pour reconstruire méthodiquement un puzzle qu'on lui avait enlevé de force. Il ressortit un ancien album photo, y retrouvant les images d'Élise à différents âges. Il observa les sourires, les gestes, les regards. Puis, il prit en photo certaines pages et les compara avec des clichés récents de Camille. La ressemblance n'était pas seulement physique. Les expressions étaient parfois parfaitement identiques. Mais ce n'était pas une preuve suffisante. Il savait qu'il lui fallait plus. Le jour suivant, il fit appel à Étienne pour évoquer l'étape suivante. Retrouver les archives officielles de l'enquête, en particulier les témoignages de l'époque, notamment celui de l'ancienne nourrice d'Élise, congédiée peu de temps avant la disparition de la fillette. Elle s'appelait Sophie Morin. À l'époque, elle avait été interrogée, mais aucune preuve ne l'avait directement impliquée. Elle avait disparu peu après, sans laisser de traces. Étienne accepta de rouvrir cette piste. Il savait que tout se jouait dans les détails négligés de l'époque. Pendant ce temps,
Camille poursuivait son travail mais avec un sentiment croissant d'instabilité. Chaque jour apportait une tension nouvelle. Elle avait l'impression que cette maison n'était plus seulement un lieu de travail mais un espace chargé d'attentes, de regards lourds de sens. Elle n'était plus seulement Camille, employée de maison. Elle devenait autre chose, même si elle ne comprenait pas quoi. Un soir, alors qu'elle passait près de la chambre d'Henri, elle entendit de la musique. Il rejouait l'Étoile perdue. Les notes résonnaient avec lenteur, comme si chaque touche nécessitait un effort. Elle resta immobile quelques instants, la main posée contre le mur, écoutant. Elle connaissait chaque mesure, chaque pause. Une larme coula sur sa joue sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle retourna dans sa chambre, le cœur lourd, pleine de questions pour lesquelles elle n'avait encore aucune réponse. Plus tard dans la semaine, Henri reçut un appel d'Étienne. Une piste avait été retrouvée. Un ancien dossier de la police, jamais exploité correctement, mentionnait une lettre anonyme envoyée peu après la disparition d'Élise. Elle n'avait pas été prise au sérieux, classée sans suite, faute de preuves tangibles. Étienne demanda à la consulter. À sa lecture, Henri sentit le sol vaciller sous ses pieds. La lettre affirmait que l'enfant avait été emmené par une femme proche de la famille, dans un acte de désespoir, mais pas de haine. Elle disait vouloir la protéger de ce père froid qui ne sait pas aimer, et promettait qu'un jour elle retrouverait sa route. Cette lettre changeait tout. Henri, abasourdi, comprit qu'il était face à une vérité qu'il avait toujours refusé de voir. Élise n'avait peut-être pas été enlevée par un inconnu, mais par quelqu'un de son propre cercle, convaincu d'agir pour le bien de l'enfant. Ce fut le premier moment depuis longtemps où il sentit la colère céder à la douleur. Il se mit à douter de lui-même, de ses souvenirs, de ses choix. Peut-être avait-il été plus dur qu'il ne le pensait. Peut-être avait-il fermé les yeux sur des signes. Il se rendit dans la chambre d'amis, où il savait que Camille rangeait ses affaires. Il frappa. Lorsqu'elle ouvrit, il lui tendit la lettre. « Lisez ceci. Je crois que cela vous concerne plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Camille lut la lettre plusieurs fois, chaque phrase s'imprimant dans son esprit avec une netteté douloureuse. Elle la relut à voix basse, les mots tremblants sur ses lèvres. Une femme anonyme, évoquant un geste désespéré pour protéger une enfant du froid d'un père. Le ton n'était pas celui d'une menace, mais d'une confession. Et c'était ce qui la troublait le plus. Ce document, bien que sans signature, semblait la lier à un passé qu'elle ne connaissait pas, à une vie dont elle n'avait aucun souvenir. En rendant la feuille à Henri, elle ne dit rien. Il ne posa pas de questions, se contentant de la regarder longuement, comme s'il essayait de mesurer le poids que ces lignes faisaient peser sur elle. Les jours suivants furent marqués par un silence inhabituel, même dans cette maison déjà si calme. Camille reprit ses tâches avec méthode, mais ses gestes étaient plus lents, son regard souvent perdu. Henri, quant à lui, paraissait absorbé par des pensées constantes, comme s'il reconstituait mentalement chaque jour passé, chaque mot échangé, chaque décision prise 15 ans plus tôt. Il était habité par une urgence contenue, une tension prête à éclater, mais il refusait de la laisser déborder. Il attendait. Peut-être que Camille parlerait, peut-être qu'un souvenir surgirait, peut-être que le hasard offrirait une confirmation, mais il restait silencieux. C'est lors d'un déjeuner, un samedi, que l'impensable se produisit. Camille servait le thé quand Henri, distrait, la remercia avec un simple « Merci, Élise ». Le mot avait glissé sans qu'il le veuille. Un réflexe, une mémoire vive qui venait de trahir sa bouche. Camille se figea. Elle reposa lentement la théière et releva les yeux vers lui, interdite. « Qu'avez-vous dit ?» Henri resta figé. Il ne chercha pas à se justifier. Il savait que corriger ce mot ne ferait qu'alourdir son poids. « Je suis désolé, je me suis trompé. » Mais Camille ne répondit rien. Le nom avait résonné en elle comme un écho lointain, une vibration familière, douloureuse. Elle l'avait déjà entendu, dans ses rêves, dans des souvenirs flous. Elle ne comprenait pas comment ce nom pouvait éveiller en elle un tel vertige. Elle retourna à la cuisine sans mot dire, les mains tremblantes, le cœur en désordre. Henri, de son côté, décida qu'il ne pouvait plus se contenter de l'observer. Il devait provoquer un mouvement, un frémissement dans la surface lisse de cette incertitude. Le lendemain, il fit sortir du coffre les partitions anciennes qu'il avait conservées. Il les disposa sur la table du salon, puis appela Camille. « Vous aimez toujours le piano ?» lui demanda-t-il sans détour. « Je ne sais pas. Je n'ai pas joué depuis ce jour. Alors peut-être que cela vous parlera. » Elle s'approcha,
jeta un œil aux feuilles éparpillées. Certaines portaient des annotations faites à la main, des dates, des initiales. Elle en prit une. Les premières mesures de l'étoile perdue. Puis une autre, une valse lente, intitulée « Soleil d'hiver ». Et une troisième, sans titre, où apparaissait la mention « à Élise ». Elle la fixa longuement, sans comprendre pourquoi elle sentait une pression sourde dans la poitrine. Henri observait chacun de ses gestes. « Vous vous souvenez de quelque chose ?»« Non, » murmura-t-elle, « mais ça me bouleverse. Je ne sais pas pourquoi. » Il la remercia et ne dit rien de plus. Il ne voulait pas forcer les choses. La vérité, il le savait, ne se décrétait pas. Elle devait surgir d'elle-même. 2 jours plus tard, il l'invita à déjeuner dans le jardin. Le temps était clair, l'air vif. Les tulipes jaunes avaient recommencé à s'ouvrir malgré la fraîcheur. Il avait fait dresser une petite table près des massifs. Camille s'étonna de l'invitation, mais accepta. Ils mangèrent en silence, jusqu'au moment où Henri rompit cette tranquillité. « Ce jardin, vous l'avez déjà vu quelque part ?» Elle balaya le paysage du regard. Quelque chose en elle réagissait, mais elle ne savait pas l'expliquer. « Je ne sais pas, peut-être. Il me rappelle. Un rêve, peut-être. » « Ce n'est pas un rêve, Camille. Ce jardin, c'est celui de votre enfance. » Elle le regarda incrédule. « Ce n'est pas possible. » Henri la fixa sans relâche. « Il faut que vous sachiez pourquoi je vous observe ainsi, pourquoi je vous pose ces questions, pourquoi cette musique m'a bouleversé. » Elle ne répondit pas. Il poursuivit. « J'ai perdu ma fille il y a 15 ans. Elle avait 5 ans. Elle s'appelait Élise. Et chaque jour depuis, j'ai vécu avec l'idée que je ne la reverrai jamais. Jusqu'à ce que vous jouiez cette musique, jusqu'à ce que je vous voie dans cette maison. » Camille sentit le monde chanceler. Elle se leva, incapable de parler. Elle recula de quelques pas, la main sur la poitrine. « Vous croyez que je suis elle? C'est cela ?» Henri ne bougea pas. Il savait que tout geste brusque serait une erreur. « Je ne dis pas que je suis certain, mais tout m'y mène, et je ne peux pas me taire plus longtemps. » Elle resta debout quelques instants, puis tourna les talons et rentra dans la maison. Henri resta seul dans le jardin, les mains serrées, le regard perdu sur les tulipes. Le soir même, une nouvelle pièce du puzzle se matérialisa. Une employée ancienne de la maison, Madame Fournier, que Henri avait engagée temporairement pour remettre en ordre certains papiers d'archives, revint à la demeure. Elle croisa Camille dans l'entrée et s'arrêta net. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Élise ?» Camille, surprise, ne répondit rien. Madame Fournier s'excusa aussitôt, visiblement troublée, et se dirigea vers le bureau de Henri. « Cette jeune fille, vous savez à qui elle ressemble ?» Henri hocha lentement la tête. « Je sais, c'est la petite, je suis sûr. Elle a grandi, mais c'est elle. Même regard, même bouche, même port de tête. Mais si vous me permettez, ne lui dites rien trop brutalement. Une vérité comme celle-ci, si elle est réelle, peut détruire autant qu'elle révèle. » Henri en convint. Il savait que les mots avaient un pouvoir terrible lorsqu'ils venaient briser une vie construite sur d'autres fondations. Il devait avancer avec prudence, malgré l'envie violente de tout dire, de tout montrer. Dans sa chambre, Camille regardait par la fenêtre. Le jardin, les fleurs, les arbres, tout lui semblait différent désormais. Une partie d'elle voulait fuir, tout effacer. Une autre, plus profonde, voulait comprendre. Elle n'était pas venue dans cette maison par hasard. Et même si elle ne se souvenait de rien, quelque chose en elle refusait d'ignorer les signes. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était que les révélations les plus marquantes n'étaient pas derrière elle. Elles arrivaient, et elles allaient tout bouleverser. Henri marchait dans le couloir avec lenteur, ses pas étouffés par le tapis épais, les mains croisées derrière le dos. Depuis la conversation dans le jardin, depuis l'interpellation de Madame Fournier, il sentait que quelque chose avait été déclenché chez Camille. Elle n'était plus la même. Son regard fuyait, son silence s'épaississait et surtout, ses gestes devenaient incertains, comme si elle avançait dans une réalité qui lui échappait peu à peu. Henri, de son côté, se retenait d'aller plus loin. Il voulait respecter le conseil de Madame Fournier, mais chaque minute sans action lui paraissait une éternité volée. Il vivait dans une tension constante entre la peur de perdre à nouveau sa fille et le risque de se tromper irréparablement. Dans les jours qui suivirent, Camille s'éloigna du quotidien. Elle continua à exécuter ses tâches, mais sans véritable attention. Elle oubliait des objets, confondait des horaires, laissait des portes ouvertes. Henri ne fit aucun commentaire. Il comprenait que quelque chose se passait à l'intérieur d'elle-même.
Il fallait laisser le processus suivre son cours, aussi douloureux soit-il. Un matin, alors qu'elle nettoyait le palier du second étage, Camille aperçut une trappe au plafond qu'elle n'avait jamais remarquée. En poussant une chaise contre le mur, elle atteignit la poignée. L'échelle de bois grinça sous son poids. Le grenier était plongé dans une pénombre dense, poussiéreuse, mais Camille ne chercha pas la lumière. Elle avançait lentement, suivant un instinct inconnu. Elle découvrit une malle ancienne dont le cuir portait les marques du temps. En l'ouvrant, elle trouva des jouets d'enfants, des vêtements trop petits, des albums de coloriage et au fond, un lapin en peluche bleu pâle, usé, les oreilles déformées par des années de manipulation enfantine. Dès qu'elle posa les mains sur lui, un frisson la parcourut. Elle connaissait ce lapin. Elle l'avait déjà tenu. Elle s'assit au sol, le tenant contre elle, le visage figé, comme si le monde autour d'elle avait cessé de tourner. Elle ne comprenait pas pourquoi cet objet éveillait une émotion aussi forte. Elle se mit à pleurer en silence, sans explication, le regard vide. Henri, alerté par le grincement de l'échelle, la rejoignit au grenier. Il s'arrêta à l'entrée, la voyant ainsi recroquevillée, le doudou dans les bras. Il reconnut immédiatement le jouet. C'était Lapin Bleu, le compagnon inséparable d'Élise. Aucun enfant ne pouvait simuler ce geste, cette étreinte. Ce qu'il voyait, c'était un automatisme enfoui, un réflexe de réconfort venu d'une époque que Camille ne pouvait pas avoir connue, sauf si... Henri ne s'avança pas. Il descendit en silence, le cœur lourd, les idées en désordre. Il n'y avait plus de doute pour lui, mais il devait encore obtenir une confirmation tangible, irréfutable. Camille, de son côté, essaya de reprendre pied dans la réalité. Elle rangea le lapin dans un tiroir de sa chambre, comme si le cachet pouvait aussi refouler ce qui l'éveillait en elle. Mais la nuit suivante, elle fit un rêve plus vif que tous les précédents. Une femme l'appelait dans une pièce sombre, lui disait de ne pas pleurer, de rester cachée. Puis un départ précipité, une voiture, des pleurs, une voix qui répétait « Ce n'est pas de ta faute ». Elle se réveilla haletante, le front couvert de sueur. Elle alla ouvrir le tiroir, sortit le lapin et s'assit sur le lit, incapable de comprendre ce qui se jouait en elle. Chaque détail lui semblait à la fois familier et inaccessible, comme un livre dont elle reconnaissait la couverture, mais dont les pages restaient vierges. Pendant ce temps, Étienne poursuivait ses recherches. Il avait retrouvé l'adresse probable de Sophie Morin, l'ancienne nourrice congédiée avant la disparition d'Élise. Elle vivait désormais sous un autre nom, dans une petite ville isolée du Sud. Il décida de s'y rendre, accompagné de documents, d'extraits de l'enquête et surtout de la lettre retrouvée. Il savait que si quelqu'un détenait une pièce manquante dans cette histoire, c'était elle. Lorsqu'il arriva, une vieille femme lui ouvrit, le visage creusé par les ans, les yeux fatigués mais encore vifs. Elle ne nia pas son identité. Elle le fit entrer, s'assit lentement dans un fauteuil usé et demanda simplement « Vous venez pour Élise, n'est-ce pas ?» Étienne acquiesça. Il posa les papiers sur la table sans les commenter. Sophie les parcourut lentement, puis leva les yeux. « Il est temps. » Elle raconta tout. Son renvoi brutal après plusieurs années au service de la famille, son attachement profond pour l'enfant, sa conviction qu'Élise était négligée émotionnellement, qu'elle souffrait du manque d'affection visible. Elle reconnut l'avoir prise un jour de pluie, dans un élan de panique, persuadée qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle n'avait jamais cherché de rançon, ni tenté de fuir à l'étranger. Elle l'avait gardée cachée pendant presque 2 ans, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait pas continuer. Elle la déposa alors devant un orphelinat, espérant que le destin ferait le reste. Elle avait laissé l'étoile, le lapin et une lettre à la police. Puis, elle avait disparu. Étienne écouta sans interrompre. Il enregistrait, prenait des notes. Ce témoignage confirmait ce que lui et Henri suspectaient. Il demanda à Sophie si elle accepterait de le répéter devant Henri. Elle refusa d'abord, puis après un long silence, accepta de venir à la maison une dernière fois. Elle se savait malade, proche de la fin. Elle voulait se soulager de ce poids. 2 jours plus tard, elle arriva à la propriété. Camille ouvrit la porte. Lorsqu'elle vit la vieille femme, elle recula instinctivement. Quelque chose en elle réagit sans comprendre. Sophie la regarda, bouleversée, les larmes aux yeux. Elle murmura « Mon Dieu, tu as grandi ». Camille, incapable de répondre, resta figée. Elle recula d'un pas puis se détourna. Henri arriva quelques secondes plus tard. Il reconnut Sophie immédiatement. « Pourquoi ?»
demanda-t-il d'une voix sèche. Sophie s'assit, épuisée, et répondit sans détour. Elle ne se justifia pas. Elle expliqua. Elle raconta les 2 années passées avec Élise. Les jeux, les nuits d'angoisse, la peur constante d'être découverte, et finalement la décision de l'abandonner, espérant qu'un jour, elle retrouverait son chemin. Camille entendait tout depuis l'escalier. Chaque mot frappait en elle comme une détonation. Elle descendit lentement, se tenant à la rampe. Son visage était livide, ses yeux humides. « Vous m'avez emmené ?» demanda-t-elle. Sophie tourna la tête vers elle, incapable de parler. Elle acquiesça seulement. Camille s'approcha, posant les mains sur la table. « Je ne me souviens de rien. Vous avez effacé tout ça ?»« Je n'ai rien effacé, Élise. J'ai essayé de t'aimer, de te protéger. Et puis j'ai compris que je t'avais volé à ta vie. » Le mot « Élise » flotta dans l'air comme une certitude. Henri détourna les yeux. Camille resta silencieuse. Puis elle tourna les talons et monta dans sa chambre. Le monde qu'elle croyait connaître venait de s'effondrer. Rien ne serait plus comme avant. Le lendemain de la visite de Sophie Morin, la maison semblait plus silencieuse encore qu'à l'ordinaire. Les murs paraissaient absorber les sons, les horloges marquèrent le temps avec une lenteur pesante, et chaque geste quotidien devenait un effort. Camille s'était enfermée dans sa chambre dès la fin de la confession. Elle n'avait pas parlé. Elle n'avait pas pleuré. Henri n'avait pas tenté de forcer un dialogue. Il respectait le choc, la stupeur, la nécessité de réorganiser intérieurement les pièces d'une vie entière désormais bouleversée. Pourtant, il savait qu'elle aurait besoin de réponses supplémentaires, de preuves tangibles, de repères. Il décida de rassembler tous les éléments disponibles dans un dossier qu'il lui remettrait au moment opportun. Mais ce moment ne venait pas. Camille n'était plus la jeune employée discrète qu'il avait engagée. Elle devenait autre chose, quelqu'un en transition, entre 2 identités qu'elle ne contrôlait plus. Henri, de son côté, passait ses journées à revisiter les archives personnelles. Il ressortit les anciennes correspondances, les photos de famille, les rapports d'enquête. Il retourna même voir Étienne, avec qui il planifiait de faire un test ADN dès que Camille serait prête. Mais rien ne pouvait précipiter ce processus. Ce fut d'ailleurs Étienne qui découvrit un détail nouveau, presque accidentel. En relisant l'ancien dossier de la police, il nota une référence oubliée. Une lettre anonyme reçue 1 semaine après la disparition d'Élise. Cette lettre avait été écartée à l'époque pour manque de preuves concrètes. Aucun lien n'avait été établi avec les personnes proches de la famille. Elle avait été classée sans suite. Mais cette fois, avec les aveux récents de Sophie, le contenu de cette lettre prenait un sens tout autre. Étienne demanda à consulter l'original aux archives. La lettre avait été conservée dans une enveloppe non cachetée, avec un tampon de la région de Dijon. Le contenu était bref mais troublant. « Je n'ai pas pu faire autrement. Elle est en sécurité. Un jour, elle comprendra. Protégez-la de lui. » L'écriture était tremblante, visiblement rédigée dans l'urgence. Aucune signature, aucun indice explicite. Mais le timbre, la formulation, le ton coïncidaient avec ceux de Sophie. Étienne en fit une copie et la remit à Henri, convaincu que Camille devait en prendre connaissance. Henri, hésitant, décida de ne pas lui remettre immédiatement. Il voulait d'abord revoir cette lettre avec elle, à un moment où elle serait prête. Il savait que chaque mot risquait de rouvrir des plaies à peine découvertes. Il la glissa dans une enveloppe, qu'il rangea dans un tiroir de son bureau sans la sceller. Camille, quant à elle, errait dans la maison. Elle ne se sentait plus chez elle nulle part, ni dans cette demeure étrangère devenue soudainement trop familière, ni dans les souvenirs de l'orphelinat, devenus insuffisants pour soutenir une identité qu'elle pensait acquise. Elle doutait de tout. Son nom, son passé, ses souvenirs, ses attaches. Elle passait de longues heures à observer le jardin depuis sa fenêtre, les tulipes jaunes frémissant sous le vent, les mêmes qu'elle dessinait enfant, sans en connaître l'origine. Un après-midi, elle entra dans le bureau de Henri, cherchant un livre pour tenter de s'occuper l'esprit. En ouvrant un tiroir par habitude, elle trouva l'enveloppe. Le papier, légèrement dépassant, attira son attention. Elle hésita. Puis, lentement, tira la lettre. Ce qu'elle lut lui fit l'effet d'une lame froide glissant sous la peau. Elle la relut 3 fois, s'assit puis se leva, incapable de rester en place. Ces mots, « Je n'ai pas pu faire autrement. Elle est en sécurité. Protégez-la de lui », résonnaient comme des coups de marteau. Était-ce ainsi que Sophie voyait Henri? Était-elle la petite protégée contre lui, contre son père, contre sa propre histoire? Elle referma l'enveloppe,
la remit exactement là où elle l'avait trouvée, et quitta la pièce sans bruit. Mais le soir même, elle confronta Henri. Elle entra dans le salon alors qu'il lisait, posa la lettre sur la table basse et le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas donné ?» Henri prit un temps avant de répondre. « Parce que je voulais attendre que vous soyez prête. Je ne voulais pas vous faire plus de mal. » « Et vous croyez qu'il existe un moment pour ce genre de choses? Un bon moment pour apprendre que sa vie est un mensonge ?» Il baissa les yeux. Il savait qu'elle avait raison. Camille continua. « Cette lettre parle de vous comme d'un homme dont il fallait me protéger. Vous étiez comme ça avec elle? Avec moi ?» Henri releva lentement la tête. « J'étais un père dur, exigeant, distant. Je l'aimais, mais je ne savais pas le montrer. J'étais obsédé par le contrôle, par la peur de perdre. Et j'ai tout perdu quand elle est partie. » Un silence pesa entre eux. Camille prit une inspiration. « Vous avez une preuve? Un test? Une certitude? » « Pas encore, je ne voulais pas l'imposer. Mais si vous voulez, nous pouvons faire un test ADN. » Elle acquiesça lentement. « Oui, je veux savoir, parce que je ne supporte plus de ne pas savoir qui je suis. » Ils prirent rendez-vous dès le lendemain. L'échantillon fut prélevé dans une clinique discrète à Lyon. Le médecin leur expliqua que le résultat prendrait quelques jours. En attendant, Camille décida de rester dans la maison, mais s'isola encore davantage. Elle évitait Henri, passait son temps dans le jardin ou dans sa chambre. Elle relut plusieurs fois la lettre, sans jamais pouvoir en dégager une conclusion nette. Elle en voulait à Sophie, mais en même temps, elle comprenait que cette femme l'avait élevée avec douceur. Elle doutait de Henri, mais ne pouvait ignorer les gestes tendres qu'il avait eus depuis qu'elle avait franchi cette porte, 3 mois plus tôt. Chaque recoin de la maison lui rappelait désormais quelque chose. Une lumière, une odeur, un objet. Elle trouvait dans les tiroirs des objets familiers. Une boîte à musique, un carnet de dessin, un bracelet d'enfant. Tout contribuait à brouiller les frontières entre souvenirs et reconstruction. Elle se surprenait à fredonner des airs de son enfance, sans pouvoir dire d'où ils venaient. Elle se sentait comme prise au piège dans une version floue d'elle-même. Henri, de son côté, oscillait entre espoir et prudence. Il avait voulu retrouver sa fille, et maintenant qu'elle était peut-être là, il se rendait compte qu'aucun miracle ne répare instantanément 15 années de silence, d'absence, de douleur. Il ne savait pas comment lui parler. Il craignait de la blesser à nouveau, de l'éloigner plus encore. Alors il préparait les choses en silence. Il fit nettoyer l'ancienne chambre d'Élise, rouvrit les volets, changea les draps. Il y disposa quelques objets retrouvés dans le grenier, sans trop en faire, comme un geste de bienvenue discret. Mais au fond de lui, il savait que rien ne se jouerait dans une chambre. Tout dépendait de ce que dirait le test. Tout dépendait d'elle. La maison dormait sous un ciel gris. Le vent secouait les arbres du jardin et balayait les feuilles mortes, avec une régularité lancinante. Dans le bureau, Henri feuilletait un ancien carnet de notes, distrait, incapable de se concentrer. Depuis le prélèvement pour le test ADN, il vivait dans une attente pesante, une sorte de suspension intérieure. Il ne parlait presque pas, ne sortait plus. Il se surprenait à se lever au milieu de la nuit, à traverser les couloirs, à écouter le silence comme s'il attendait un signe, un bruit, une voix d'enfant revenue du passé. Mais rien ne venait. Camille s'isolait davantage chaque jour. Elle mangeait seule, s'éclipsait après le dîner, refusait toute forme de conversation. Elle ne montrait ni colère ni tendresse. Elle évoluait dans un entre-deux désincarné, comme si elle n'appartenait plus à ce lieu, ni à aucun autre. Puis un mercredi en fin d'après-midi, on frappa à la porte. Henri ne s'attendait à personne. Il ouvrit. Une femme âgée, au visage marqué par le temps, se tenait sur le seuil, vêtue d'un manteau sombre. Elle tenait un sac simple à la main et regardait Henri droit dans les yeux. « Je dois vous parler, dit-elle d'une voix calme. Je suis Sophie Morin. » Henri ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit la porte sans un mot, la laissa entrer, puis la guida jusqu'au salon. Elle s'assit dans le fauteuil où s'asseyaient autrefois ses invités. Henri, debout, ne parvenait pas à détacher son regard de cette femme qui, 15 ans plus tôt, avait disparu sans laisser de traces. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que je vais mourir, répondit-elle sans détour, et je ne veux pas emporter avec moi un mensonge aussi lourd. » Elle sortit un cahier de son sac, l'ouvrit à une page précise. Elle y avait écrit de sa propre main un récit détaillé de ce qui s'était passé, dans ses mots à elle, avec ses souvenirs, ses erreurs, sa version des faits. Elle lut lentement.
à voix haute. Henri resta debout tout du long, le regard fixé sur elle. Sophie raconta ce jour de pluie où elle avait emmené Élise, persuadée qu'elle agissait pour le bien de l'enfant. Elle décrivit les mois passés à la cacher, à l'élever, à l'aimer, puis les doutes, les remords, et enfin la décision de l'abandonner à l'orphelinat en espérant qu'un jour, elle retrouverait ses origines. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais je vous en ai fait, je le sais, et je ne viens pas pour être pardonné. Je viens pour réparer autant que possible. Henri serra les mâchoires. Il ne cria pas. Il ne la chassa pas. Il écouta tout. Lorsque Sophie eut terminé, il la fixa un long moment, puis demanda « Vous saviez que Camille, Élise, était ici ?»« Non. Je ne l'ai su qu'il y a quelques semaines, par hasard. J'ai attendu parce que j'avais peur, et parce que je ne savais pas si j'avais encore le droit de la revoir. » Camille, qui descendait les escaliers au même moment, s'était arrêtée en entendant la voix. Elle resta invisible, juste assez proche pour entendre. Lorsque Sophie prononça son nom, Élise, elle ressentit un choc. Elle s'approcha à pas lents, entra dans le salon sans un bruit. « Vous m'avez prise, dit-elle en fixant Sophie. Vous m'avez volée. » Sophie se retourna, bouleversée. « Je ne voulais pas que tu penses cela. Je croyais te sauver. Je croyais que tu méritais plus de douceur, plus de chaleur, quelque chose que je ne voyais pas ici à l'époque. Et vous m'avez jeté ensuite, comme on abandonne un objet trop lourd. Non, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai compris que je t'avais volé ta vie, et j'ai eu peur de faire pire en te gardant. Alors j'ai espéré que l'orphelinat te donnerait une autre chance, que quelqu'un te retrouverait. Vous auriez pu prévenir, dire la vérité. Vous avez préféré disparaître. » Sophie baissa les yeux. Henri, resté en retrait, s'approcha. « Camille ou Élise, je ne sais plus comment t'appeler. Elle a fait une chose impardonnable, mais c'est à toi de décider ce que tu fais de ça. » Camille le regarda longuement, puis reporta son attention sur Sophie. « J'ai vécu dans le vide, sans nom, sans famille, avec des rêves qui ne m'appartenaient pas. Vous avez changé toute ma vie. Et aujourd'hui, vous me demandez quoi? De comprendre? Non, répondit Sophie. Je te demande juste d'écouter. Une dernière fois. Elle sortit une seconde enveloppe de son sac. C'est pour toi. Une lettre, écrite quand tu avais 6 ans. Je n'ai jamais eu le courage de te la lire. Camille la prit sans un mot. Henri fit un pas vers elle. Tu peux la lire plus tard, ou jamais. C'est ton choix. Sophie se leva. Je vais partir. Je n'ai plus rien à dire. Mais je voulais que tu saches que je t'ai aimé. D'une manière maladroite, égoïste peut-être, mais réelle. Elle quitta la maison sans attendre de réponse. Camille resta là, immobile, la lettre à la main. Henri l'observa, sans s'approcher. « Tu veux que je reste ?» demanda-t-il. « Non, pas maintenant. » Elle monta dans sa chambre, la lettre toujours fermée. Elle la posa sur son bureau, s'assit, resta un long moment à la regarder sans la toucher. Puis elle se leva, ouvrit la fenêtre. Le vent entrait, apportant l'odeur de la terre mouillée. Elle ferma les yeux. Le monde extérieur continuait, mais à l'intérieur d'elle, tout était suspendu. Cette lettre contenait peut-être des mots qu'elle attendait depuis toujours, ou peut-être rien. Elle ne savait pas si elle voulait la lire. Pas encore. En bas, Henri s'était assis dans le salon, vidé. Il ne savait pas ce que Camille ferait de cette lettre, ni de cette vérité. Il ne savait même pas s'il la reverrait demain. Mais pour la première fois, il ne se sentait pas en colère. Il était triste, fatigué, mais plus lucide. Et quelque part au fond, un peu moins seul. 2 jours passèrent sans que Camille n'adresse un mot à Henri. Elle évitait le rez-de-chaussée, prenait ses repas dans sa chambre et ne descendait que lorsque la maison était silencieuse. La lettre de Sophie restait sur son bureau, intacte, toujours fermée, comme un poids symbolique qu'elle n'osait pas encore porter. Elle la fixait parfois pendant des heures, sans la toucher, comme si l'ouvrir l'obligerait à accepter quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Chaque page de cette histoire semblait lui retirer un peu plus ce qu'elle croyait être son identité. Et cette dernière enveloppe promettait d'en finir avec le peu qui lui restait de repères. Henri, lui, oscillait entre patience et inquiétude. Il respectait son silence, refusant de précipiter les choses. Mais à l'intérieur, il était consumé par l'attente du résultat du test ADN. Il l'aurait dans 48 heures. Il savait que ce verdict ne changerait peut-être rien aux sentiments de Camille, ni ne résoudrait tous les nœuds de leur relation.
Mais il avait besoin de cette confirmation. Il avait besoin de pouvoir nommer cette jeune femme autrement que par prudence ou par hypothèse. Dans l'après-midi du 3e jour, Camille descendit dans la bibliothèque. Elle ne dit rien à Henri, qui la vit passer sans l'interpeller. Elle prit quelques livres, s'assit dans un fauteuil et les feuilleta sans réel intérêt. Finalement, elle ouvrit son sac et sortit la lettre de Sophie. Lentement, elle la déplia, sentit le papier craquer sous ses doigts. L'écriture était irrégulière, pleine de ratures et de mots corrigés. C'était une lettre sincère, maladroite, mais lourde de souvenirs. Sophie y racontait les jeux dans le petit appartement, les repas pris sur le sol, les contes inventés pour calmer les nuits agitées, les berceuses fredonnées à voix basse. Elle parlait de ses regrets, de la peur d'être découverte, de l'amour éprouvé, déformé par la solitude et l'instabilité. Elle y appelait Camille, Élise, sans guillemets, comme si c'était le seul nom qui comptait. En terminant sa lecture, Camille referma les yeux. Elle n'éprouvait ni pardon, ni haine. Seulement un mélange de fatigue et de lucidité nouvelle. Ce qu'elle avait vécu avec Sophie n'était ni totalement faux, ni totalement juste. C'était sa réalité pendant un temps, un fragment de vie volé à un autre. Et maintenant, il lui fallait décider ce qu'elle ferait de tout cela. Le lendemain matin, Henri reçut un appel de la clinique. Les résultats du test ADN étaient prêts. Il demanda qu'ils soient envoyés immédiatement par courrier sécurisé. Il n'avait pas l'intention de consulter les résultats seul. Il voulait les lire avec Camille, lui laisser le choix d'ouvrir ou non cette dernière porte. Lorsque l'enveloppe arriva, il monta les escaliers, frappa à sa porte. Elle ouvrit, surprise de le voir. « Les résultats sont là, dit-il simplement. Je ne les ai pas lus. Je voulais que ce soit ton choix. » Elle le fixa un long moment, puis le laissa entrer. Ils s'assirent face à face. Henri posa l'enveloppe entre eux. Camille l'observa, tendit la main. Elle l'ouvrit lentement, sortit la feuille, la lut sans émotion apparente. Elle leva les yeux. « C'est positif, » dit-elle d'une voix calme. « Je suis Élise Dumas. » Henri ferma les yeux un instant. Il ne sourit pas. Il ne pleura pas. Il resta là, le dos droit, le souffle coupé. Il avait sa fille en face de lui. Mais ce n'était pas une retrouvaille heureuse. C'était un bouleversement. « Je ne sais pas quoi faire de cette information, » ajouta Camille. « J'ai grandi sans vous. J'ai vécu autre chose. Et maintenant, je dois apprendre à redevenir quelqu'un que je ne connais pas. »« Je ne te demande rien, » répondit Henri. « Pas d'amour forcé, pas de pardon. Je voulais juste savoir, te reconnaître et te laisser libre. Libre. Vous m'appelez Élise, mais je n'ai aucun souvenir. Vous êtes mon père, biologiquement, mais je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne ressens rien de ce que je devrais ressentir. Et tu as parfaitement le droit. Je ne peux pas te demander d'effacer tout ce que tu as vécu. Mais je suis là. Je serai là si un jour tu veux me parler ou même si tu veux partir et ne jamais revenir. » Camille replia la lettre, la rangea dans une pochette, la glissa dans son sac. Elle resta silencieuse quelques secondes. « J'ai besoin de temps, dit-elle. Je vais partir quelques jours. Je dois réfléchir loin d'ici. Ce n'est pas une fuite, c'est une pause. » Henri acquiesça. Il ne tenta pas de la retenir. Il la raccompagna jusqu'à la porte. Elle prit un sac léger, monta dans un taxi. Il resta sur le seuil, regardant la voiture s'éloigner, le cœur serré mais étrangement apaisé. Pour la première fois depuis 15 ans, il ne se sentait plus dans l'incertitude. Il savait. Et savoir même douloureusement était déjà un début. Pendant son trajet, Camille n'ouvrit pas la bouche. Elle fixait le paysage qui défilait, reconnaissait les routes qu'elle avait empruntées des années plus tôt, sans en connaître la vraie origine. Elle avait choisi de retourner en Normandie, là où elle avait grandi. Pas pour retrouver des souvenirs, mais pour faire la paix avec ce que son esprit avait effacé. Elle ne cherchait pas des réponses dans les pierres ou les murs, mais dans le silence. Elle voulait comprendre qui elle était devenue, maintenant que tout ce qu'elle croyait vrai s'était effondré. Le taxi l'amena jusqu'à la petite ville où se trouvait l'ancien orphelinat. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis qu'elle l'avait quitté, à 17 ans. Elle en franchit le portail comme on entre dans un passé figé. L'accueil fut simple. La directrice actuelle, une femme plus jeune que celle qu'elle avait connue, l'invita à visiter les lieux. Camille erra dans les couloirs, toucha les murs, retrouva son ancienne chambre. Elle reconnut un dessin sur une porte, gravé par une autre enfant. Rien n'avait changé, ou presque. Dans une salle d'archives, on lui montra un dossier à son nom.
À l'intérieur, quelques photos, des fiches médicales, des notes éducatives. Elle tomba sur un petit carnet de dessins qu'elle avait oublié. À l'intérieur, des jardins, des pianos, des silhouettes masculines floues. Elle sentit une larme rouler sur sa joue. Elle n'inventait pas ses souvenirs. Ils avaient toujours été là, seulement enfouis. En sortant du bâtiment, elle s'assit sur un banc. Le vent était frais, mais elle resta là longtemps, les yeux fermés. Elle ne pensait pas encore à l'avenir. Elle ne pensait même pas à Henri. Elle pensait à elle, uniquement à elle. Pour la première fois, elle n'était plus ni Camille ni Élise. Elle était cette personne entre deux mondes, construite par les absences, les silences et les vérités révélées trop tard. Et c'était là, dans cet entre-deux, qu'elle devait trouver une façon d'exister. Le retour à Lyon fut silencieux. Camille ne parla pas au chauffeur, ne regarda pas son téléphone, ne tenta pas d'anticiper ce qu'elle dirait ou ferait en franchissant à nouveau le portail de la maison Dumas. Son esprit était calme, d'un calme étrange, comme si le tumulte des jours précédents avait été remplacé par une lassitude plus profonde, presque physique. Elle avait passé une semaine en Normandie, entre le vieux orphelinat et quelques promenades solitaires dans des lieux sans grande signification, cherchant non pas des souvenirs, mais un équilibre. Elle ne voulait plus fuir, mais elle ne voulait pas non plus se précipiter dans une relation forcée par la biologie ou par les attentes d'un homme qu'elle ne connaissait pas encore assez pour appeler père. Henri l'attendait. Il avait respecté sa volonté de solitude, n'avait envoyé aucun message, n'avait pas cherché à savoir où elle était ni quand elle reviendrait. Il avait compris depuis le début que chaque pas vers une possible réconciliation devait être fait à son rythme, avec ses propres décisions. Pourtant, en la voyant descendre du taxi, une valise à la main, il ressentit un soulagement discret mais réel. Elle était revenue. Cela suffisait pour aujourd'hui. Ils échangèrent un regard bref dans l'entrée. Pas de mots inutiles, pas de gestes forcés. Camille posa sa valise dans le vestibule et retira son manteau. « Est-ce que la chambre est toujours libre ?» demanda-t-elle simplement. « Elle est prête depuis le jour où tu es parti. » Elle hocha la tête et monta l'escalier sans rien ajouter. Henri, resté seul dans le hall, ferma la porte d'entrée lentement, comme s'il scellait une étape qu'il ne voulait plus revivre. Le silence revint, mais un silence moins tendu que celui d'avant. Un silence d'attente, oui, mais pas celui du vide. Camille passa les jours suivants à réintégrer l'espace sans effort, comme si la distance l'avait préparée à mieux comprendre la place qu'elle pouvait y occuper. Elle reprit quelques tâches domestiques, de manière volontaire, non plus comme une obligation mais comme une manière de se reconnecter avec le lieu. Elle ne cherchait pas à redevenir une employée, ni à retrouver une ancienne position. Elle testait une nouvelle manière d'habiter cette maison, à mi-chemin entre hôte et résidente. Henri, de son côté, n'intervenait pas. Il était là, présent, disponible, mais sans s'imposer. Il prenait ses repas seul ou attendait qu'elle veuille les partager. Parfois, elle le rejoignait, parfois non. Lorsqu'elle venait, les échanges restaient sobres. Ils parlaient du présent, du quotidien, d'éléments neutres. Mais jamais de ce qu'ils savaient tous les deux. Qu'ils étaient liés par quelque chose de plus profond, de plus fragile, et que ce lien avait été ravivé par un test ADN, une suite de chiffres qui, bien qu'irréfutables, ne suffisaient pas à guérir les années de silence. Un soir, Camille descendit avec un classeur entre les mains. Elle s'assit en face de Henri, posa l'objet sur la table. « Ce sont mes documents de l'orphelinat. J'ai tout relu. Les dessins, les bilans, les notes. Il y a des choses là-dedans qui prouvent que je suis bien resté là plusieurs années. Ce que je veux dire, c'est que mon absence n'a pas été effacée. Elle a été remplie par autre chose. Et je ne peux pas simplement faire comme si ça n'avait pas existé. » Henri acquiesça. « Tu n'as aucune obligation envers moi. Je n'attends pas un retour ni un rôle. Je veux seulement te connaître, apprendre à te voir tel que tu es aujourd'hui. Ce ne sera pas immédiat. Rien d'important ne l'est. » Elle referma le classeur et se leva. Ce soir-là, elle mangea avec lui. Le repas fut simple, sans grande conversation, mais ponctué de quelques échanges plus personnels. Henri lui parla d'Élise petite, non pas pour tenter de raviver une mémoire absente, mais pour partager, pour déposer un peu de son passé sur la table, sans exigence. Camille écouta, sans chercher à se reconnaître dans les anecdotes. Elle les accueillait comme on découvre la vie d'une étrangère dont on porte pourtant le nom. Un jour, en fin d'après-midi, elle entra dans le bureau où Henri travaillait. Il levait les yeux à peine, surpris mais attentif. « Je voudrais voir les vidéos, dit-elle. »« Lesquelles ?»« Celles d'elle. De moi, je suppose. »
Il sortit le disque dur qu'il gardait dans un tiroir, le connecta à l'ordinateur. Ils s'assirent côte à côte, dans un silence presque solennel. Les premières images apparurent. Une fillette dans un jardin, courant entre les tulipes, riant, appelant quelqu'un hors champ. Puis un autre plan, la même fillette devant un piano répétant une mélodie maladroitement. Henri, hors cadre, l'encourageait d'une voix douce. Camille regardait fixement, sans émotion visible, mais ses mains s'étaient resserrées sur les accoudoirs du fauteuil. « Je reconnais la voix, dit-elle enfin. Pas la scène, mais la voix, oui. » Henri tourna la tête vers elle, bouleversé. « C'est la mienne. Je sais. » Ils regardèrent encore quelques minutes, puis elle demanda à arrêter. Elle se leva. « Ça suffit pour aujourd'hui. » Il ne la retint pas. Elle quitta la pièce. Mais ce soir-là, elle resta à table plus longtemps, demanda un verre de vin, raconta un souvenir de l'orphelinat, un épisode sans importance, mais c'était la première fois qu'elle parlait de son passé d'elle-même, sans y être poussée. Henri comprit alors que lentement quelque chose se déliait. Ce n'était pas un retour, ce n'était pas un miracle, mais c'était un début. Un mouvement vers quelque chose de plus humain, de plus vrai. Il n'appelait pas cela pardon, ni réconciliation. Il n'y mettait pas de nom. Il le vivait, et c'était assez. Lorsque les premiers jours d'automne cédèrent leur place à un froid plus tranchant, la maison Dumas, jusque-là figée dans une routine pesante, commença à changer de rythme. Rien de spectaculaire ne s'y produisait, aucun événement n'en bouleversait la surface, mais les gestes devenaient plus naturels, les silences moins denses. Camille, depuis son retour de Normandie, réinvestissait les espaces lentement. Elle n'était plus une présence étrangère, ni une fille retrouvée dans l'élan d'une émotion irrépressible. Elle était simplement là, entre deux états, entre ce qu'elle croyait être et ce qu'elle avait appris à accepter. Elle ne cherchait pas à redevenir Élise, elle apprenait à être Camille en connaissance de cause, et cela suffisait pour qu'un équilibre commence à se construire. Elle passait encore de longues heures seule, mais ce n'était plus une solitude d'évitement, c'était une forme d'appropriation. Dans la bibliothèque, elle relisait des lettres anciennes, des carnets de souvenirs, des fragments de la vie qu'elle n'avait pas vécue. Elle y trouvait des traces de goût qu'elle ne partageait plus, des routines familiales dont elle n'avait pas fait partie, mais qui, paradoxalement, lui permettaient de mieux comprendre ce qui s'était effondré. Dans l'atelier de musique, elle s'asseyait parfois devant le piano sans jouer. Elle caressait les touches du bout des doigts, attentive aux moindres souvenirs possibles. Rien ne revenait, mais le fait d'être là suffisait à calmer l'agitation. Henri, quant à lui, ne cherchait pas à lui parler constamment. Il avait compris que son rôle n'était plus celui d'un père imposant, ni d'un guide. Il était là comme une présence stable, un point fixe autour duquel Camille pouvait évoluer librement. Il prenait soin de ne rien attendre trop vite, de ne pas demander plus que ce qu'elle était prête à offrir. Lorsqu'ils prenaient leurs repas ensemble, ils parlaient peu de leur passé commun et encore moins du futur. Ils parlaient du présent, des petits faits quotidiens, du temps, des livres, de la musique. Il la traitait comme une adulte capable de décider, de choisir, de refuser. Un matin, Camille annonça qu'elle souhaitait retourner en Normandie, seule, pour y passer quelques jours supplémentaires. Pas pour fuir, mais pour clôturer une étape. Elle voulait revoir les lieux autrement, maintenant qu'elle savait. Henri l'écouta sans poser de questions. Il proposa de l'accompagner jusqu'à la gare, ce qu'elle accepta. Le trajet fut silencieux. Lorsqu'elle descendit du véhicule, elle se retourna. « Merci », dit-elle simplement. Henri ne répondit pas. Il hocha la tête et la regarda s'éloigner. Il ne savait pas combien de temps elle resterait, ni ce qu'elle allait réellement chercher. Mais il respectait son besoin de comprendre à sa manière. Il retourna à la maison et, dans les jours qui suivirent, continua ses habitudes. Il ne la harcela pas de messages. Il ne la contacta pas. Camille, de retour à l'orphelinat, demanda à consulter de nouveau son dossier. Elle passa du temps dans les archives, relut les notes pédagogiques, retrouva des objets oubliés. Parmi eux, un vieux dessin, plié en 4, où une petite fille tenait la main d'un homme flou devant un jardin rempli de tulipes jaunes. Elle ne s'en souvenait pas avoir dessiné cela, mais les couleurs, les traits, l'intention lui paraissaient étrangement familiers. Elle comprit alors que la mémoire ne résidait pas seulement dans des images nettes, mais aussi dans des sensations floues, dans des impressions indéfinissables qui prennent sens avec le temps. Elle revit l'ancienne directrice, qui lui parla avec douceur de ses premières années à l'orphelinat. Elle raconta les pleurs silencieux, les réveils agités, les dessins obsessionnels du même piano, toujours vus de côté.
Camille écoutait, absorbait, reconstruisait une partie d'elle-même. Non pas pour se réinventer, mais pour reconnaître ce qu'elle avait été, malgré les silences imposés. Avant de quitter la Normandie, elle s'arrêta devant la maison où Sophie l'avait gardée pendant 2 années. La façade n'avait pas changé. Une femme inconnue y habitait désormais. Camille ne sonna pas. Elle observa la maison de loin, puis fit demi-tour. Elle n'avait pas besoin de revivre ce lieu. Elle voulait simplement le regarder une dernière fois, en conscience. De retour à Lyon, elle trouva la maison telle qu'elle l'avait laissée. Henri était dans le jardin, accroupi devant les plates-bandes de tulipes, les mains pleines de terre. Lorsqu'il la vit, il se leva, s'approcha. « Tu veux rester dîner ?» demanda-t-il. « Oui. » Ils dînèrent simplement dans la cuisine, autour d'un plat que Camille avait aidé à préparer. Il ne fut pas question de Normandie, ni de souvenirs. Ils parlèrent de livres, de recettes, de la météo. À la fin du repas, Camille déposa une lettre sur la table. « Je t'ai écrit ça là-bas. Tu peux la lire quand tu veux. » Henri la prit, ne l'ouvrit pas. Il la remercia d'un simple regard. Le lendemain, il lut la lettre. Elle n'était ni un pardon, ni une déclaration d'amour. C'était un texte lucide, parfois dur mais sincère. Camille y expliquait qu'elle ne savait pas ce que serait leur avenir, qu'elle avait besoin de temps, de distance, mais aussi de points de contact. Elle ne voulait pas faire semblant, mais elle ne voulait pas non plus renier ce qu'elle avait découvert. Elle parlait de confusion, de respect, d'envie de construire autre chose. Elle écrivait qu'elle reviendrait dîner bientôt. Que cela ne voulait pas dire qu'elle était prête à vivre là, mais qu'elle voulait créer une habitude, un lien. Henri plia la lettre avec soin et la rangea dans le tiroir de son bureau. Il ne répondit pas. Il attendit. Et quelques jours plus tard, Camille revint. Elle apporta une bouteille de vin, prépara un plat simple, resta 2 heures. Puis, elle repartit. Le cycle se répéta. Parfois elle venait, parfois non. Mais à chaque visite, le silence se faisait moins lourd, les gestes plus fluides. Elle n'était pas redevenue Élise. Il ne redevenait pas le père qu'il avait été. Mais tous deux apprenaient à se reconnaître autrement. Non pas à travers le passé, mais dans ce qu'ils décidaient d'accepter du présent. Et cela, pour eux, valait déjà comme un commencement. La fin de l'automne apporta avec elle une lumière différente. Les jours devenaient plus courts, mais la maison Dumas, jadis prisonnière d'une immobilité froide, semblait respirer autrement. Depuis quelques semaines, Camille venait dîner régulièrement. Parfois 2 fois par semaine, parfois plus. Elle ne prévenait pas toujours, mais Henri, sans poser de questions, adaptait le couvert. Ce n'était pas une habitude forcée. Encore moins une routine familiale comme celle que la télévision montre dans des séries rassurantes. C'était un mouvement volontaire, fragile, mais réel. Chacun apprenait à composer avec l'autre. Ils ne parlèrent toujours pas de ce qu'ils avaient perdu, ni de ce qu'ils auraient pu vivre. Ce qui importait désormais, c'était ce qui était là, ce qui existait au présent. Henri avait rouvert la salle de musique. Il y faisait souvent le ménage lui-même, passant un chiffon sur le piano, réorganisant les partitions. Il ne jouait plus depuis longtemps, pas sérieusement, mais il conservait le piano en bon état, comme un symbole. Il ne savait pas si Camille y reviendrait un jour, mais il voulait qu'elle sache que l'instrument était prêt, disponible, à disposition. Il ne lui en parlait jamais, n'évoquait ni la musique ni le passé qu'elle représentait. Mais un jour, sans prévenir, Camille entra dans la salle, s'approcha du piano et s'assit. Elle ne dit rien. Henri, qui l'observait depuis le couloir, n'intervint pas. Il la laissa seule, referma la porte sans bruit. Elle resta là longtemps. Elle ne joua pas tout de suite. Elle passa ses doigts sur les touches, essaya quelques accords, laissa sa mémoire sensorielle faire le travail. Puis elle entama quelques notes de l'Étoile perdue, d'abord hésitante, puis plus assurée. Mais quelque chose changea. Ce n'était pas exactement la mélodie originale. Elle modifiait des passages, allégeait certaines transitions, ajoutait des nuances, transformait l'œuvre sans la trahir. C'était la même base, mais enrichie, personnelle, une version qui lui appartenait enfin. Henri revint à la porte, écouta sans entrer. Il ne reconnut pas tout, mais comprit l'essentiel. Ce qu'elle jouait était une réponse. Une manière d'affirmer qu'elle ne fuyait plus cette partie d'elle-même, mais qu'elle ne la laisserait pas non plus l'absorber totalement. Elle n'était pas une enfant retrouvée. Elle était une femme adulte qui reconstruisait sa propre narration à partir d'un morceau hérité. Et cette note,
Cette dernière note transformée disait tout ce qu'aucun mot n'aurait su exprimer. Après avoir terminé de jouer, Camille referma le clavier, se leva et sortit dans le couloir. Henri était là. Ils se regardèrent quelques secondes. Elle dit simplement « Je crois que j'ai trouvé ma note perdue ». Il ne répondit pas. Il hocha lentement la tête. Son regard s'était embué, mais il ne tenta pas de dissimuler son émotion. Il murmura seulement « Mon étoile ». Ils restèrent là, face à face, sans avoir besoin d'en dire davantage. Ce moment n'était pas une fin. Ce n'était pas non plus un commencement classique. C'était une reconnaissance, celle de deux existences abîmées par le temps, séparées par le silence, mais qui, sans chercher à effacer les cicatrices, acceptaient de se retrouver dans une forme d'accord enfin supportable. Les semaines suivantes, la relation se stabilisa. Camille ne s'installa pas dans la maison, mais elle y passait du temps régulièrement. Elle continua à travailler dans un autre foyer, plus modeste, par choix. Elle ne voulait pas dépendre d'Henri, ni financièrement, ni affectivement. Mais elle l'inclut peu à peu dans son quotidien, dans ses décisions, dans ses doutes. Il ne la dirigeait pas, ne la conseillait pas à tout prix. Il écoutait, répondait, proposait. Leur lien ne passait pas par des gestes démonstratifs. Il s'exprimait par la constance, la présence. Henri, de son côté, recommença à travailler un peu. Il accepta de reprendre contact avec certaines personnes du monde professionnel, pas pour se replonger dans l'industrie technologique, mais pour redéfinir son rôle dans une existence désormais différente. Il n'était plus le père d'une enfant disparue. Il était le père d'une femme qu'il apprenait à connaître. Ils gardèrent la salle de musique ouverte. Parfois, Camille y jouait seule. Parfois, Henri l'accompagnait. Ils n'échangeaient pas toujours de paroles après ces séances. Ce qu'ils partageaient se disait sans voix. Le piano était devenu un espace neutre, sans injonction, sans nostalgie. Un terrain commun, où chacun déposait ce qu'il pouvait, comme il pouvait. Il y eut des maladresses, des silences encore, des tensions passagères. Rien ne fut parfait, mais tout fut honnête. Et cette honnêteté devint le socle sur lequel ils construisirent quelque chose de viable, de possible. Le lien père-fille ne retrouva jamais la forme idéalisée d'autrefois, mais il prit une forme nouvelle, plus fragile peut-être, mais plus authentique. Un soir, plusieurs mois après cette dernière note jouée, Camille invita Henri chez elle. Un appartement simple, modeste, mais chaleureux. Elle avait préparé un dîner. À la fin du repas, elle sortit une boîte. J'ai retrouvé ça parmi mes affaires. C'était à l'orphelinat. Elle lui montra un dessin, une maison, un piano, deux silhouettes, l'une plus petite que l'autre, mais les deux avec le même sourire. Elle lui tendit la feuille. « C'est toi », dit-elle, « et c'est moi ». Henri prit le dessin, les yeux fixés sur les traits maladroits, les couleurs vives. « Tu t'en souviens ?»« Non, mais j'y crois. » Ils finirent la soirée en silence. Henri repartit à pied, la boîte sous le bras. Le vent soufflait dans les rues, mais il n'avait pas froid. Il savait que quelque chose enfin avait pris sa juste place. Pas une histoire parfaite, mais une histoire possible. Et c'était tout ce dont il avait besoin.